Encore une fois en retard, je suis toujours en retard en fait, donc je vais même plus chercher à m'excuser. De toute façon, les lives Twitch, quand on démarre, il n'y a personne sur la chaîne, donc osef un petit peu. Et pour le coup, ben, je vais m'acharner encore, toujours pour le compte des abos, hein, pour le service de Myriam en particulier, parce qu'elle a son bac blanc. Mais j'avoue que si j'avais pu m'éviter de faire un live sur Rabelais, je l'aurais fait volontiers, parce que là, je suis scié, les potos, je suis vraiment scié, je suis au bout de ma vie. Mais pas de souci. On va faire le taf. Alors, je vois que Myriam est là. Elias, il est là. Il était là avant Ouais, moi. Il était là avant moi. Ça va? ouais, ça va. Attends, je crois que je vais devoir pousser ton son. Tu peux parler? Attends, là, tu m'entends mieux, là? Là, je t'entends bien, ouais. Là, je Ok. t'entends bien. C'est un petit ça va? Qu'est-ce que... Tu fatigues Hein? aussi? C'est un petit ça va? Ouais, je suis fatigué, hein. Là, je suis en mode révision de ouf. Ouais, j'ai vu ça. Toute J'ai la vu que journée. t'as cherché des éléments sur Rabelais. C'est bien. Ouais, c'était histoire de préparer. Ouais. Ah, attends. Ah bah, il y a tout le monde. Allô? Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Ok. C'est C'est mieux toi? que la dernière, non? Pardon? C'est mieux que la dernière fois, non? Ouais, ça va. Par contre, en fait, faut que vous sachiez, vous avez toujours des voix robotiques. Oh non. Tous, tous. Non, mais c'est... Non. Ben, je sais pas pourquoi. Je vais juste Mais aller sur checker. Discord, t'entends bien? Ouais, non, mais c'est Discord, c'est Discord. C'est un problème de micro Discord. Est-ce que je peux régler le signal? Bah non, je peux pas. Non, je sais pas pourquoi il fait ça, parce que moi, dans mon casque, j'entends pas ça. Attends, je vais voir la rediff. Enfin, le live. Euh, Ouais. ouais. Ah, ah non, moi, j'entends bien sur le live, hein. Attends, tu veux dire là, toi, maintenant? Tu parles de quel Oui, live? bah, nos micros. Bah, celui que tu fais, là. Ah, ben, à tous les coups, Dans ouais, mais dans Discord un et tout. rediff qui est enregistré, ensuite, ça distord. Attends, Ah, je déjà, sais je pas. check. C'est bizarre, hein. Bah, tu sais, la technique, surtout sur la chaîne, moi ça m'étonne pas tellement, mais bon. Non, non, je pense que c'est peut-être des réglages Discord, vu que je suis un noob avec 18 abonnés, peut-être que j'ai des espèces de, Ouais. de vieux réglages. Je sais pas. Bon, d'ailleurs, je dis Discord, non, pardon, je veux dire Twitch. Mon Twitch, il est toujours à 18 abonnés, hein. Il faut vraiment que je relance le truc avec YouTube. Il y a de plus en plus de gens et ça, j'en peux plus en fait parce que c'est mes anciens élèves et tout. Ils m'écrivent et ils me disent allez sur TikTok. Et même toi, Elias, tu m'avais dit allez sur Bah oui, je vous TikTok. l'ai dit aussi. Mais attends, Ouais. mais toi, Myriam, t'es sur TikTok? Non, T'es sur non. Insta? Oui, je suis sur Insta. Bah oui, je suis bête, tu m'as écrit sur Insta. Et Akita, je sais pas si t'es là. Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle est. On est d'accord, Myriam, qu'elle a pas à Rabelais au programme. Si, je crois qu'elle a Rabelais. Ah bon, elle a Rabelais, Akita? Oui, je crois qu'elle a Rabelais, ouais. Ah mince! Attends. Bah, faut l'inviter, du coup. Bah, là, on est dans la conversation avec Akita aussi, je crois. Non? Oui, Ouais, donc ouais. si elle nous entend. Mais en fait, je sais pas, Akita, je crois pas que je l'ai sur Instagram. Enfin, j'ai Ah. communiqué avec elle ce matin. Mais attends, parce que Akita, elle. Ah, mais non, mais c'est demain pour elle. Elle a le bac blanc demain. Oui, c'est ça, elle, c'est demain. Attends, mais je vais lui écrire un truc. Hop. Mais elle avait pas sur un sujet précis, la Non, garce, un non, truc non, comme elle ça. avait les quatre. La garce, Ah c'était ouais. Caro qui avait la garce. Ah oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, j'ai pas de nouvelles de Caro. Je crois qu'elle avait aujourd'hui son bac blanc. Je sais pas. Ouais. Ah, bah, elle est contente. Euh, Je ne fais pas de littérature, je fais quelque chose de tout à fait différent. Je fais du théâtre. Oh là là, la lourdeur. Ouais, ok. Bon, ben, je pense que ça s'est bien passé pour Caro, même si c'était un sale sujet, hein, Caro. Je pense pas que tu sois en train de regarder Twitch, mais Ionesco là-dessus, je vois qu'est-ce qu'il veut dire, mais je pense pas que des élèves pouvaient vraiment le savoir. Vous avez vraiment gros niveau, un gros level dans ton établissement. Bon, excusez-moi, je digresse parce que c'est la fatigue qui parle. Alors, on fait pour Myriam parce que toi, tu as le bac blanc vendredi. Et Elias, parce que Ouais. toi, t'as le, t'as le vrai bac Bah dans oui.
20 jours. Dans Dans ouais, 20 20 jours, jours. à peu près. Mais ça va le faire, hein, ça va le faire. Hein. Tu vas être Ouais, blindé avec. j'espère, hein. Ben si, ça va le faire, t'inquiète. Mais attends, d'ailleurs, toi, tu vas devoir passer en même temps l'écrit et l'oral, en fait. Tu dois réviser tout d'un bloc. Ouais, c'est le matin Oh là là. l'écrit et Ça, l'oral là. ça, c'est hyper lourdingue. Ça, c'est. Oh, Ah ouais? Bah ouais, parce que normalement, tu vois, t'as une semaine de battement entre l'écrit et l'oral. Mm. Donc tu Ah fais moi ton c'est écrit d'un bloc, tranquille. hein. Ouais. ouais. Moi, j'ai 20 jours entre les deux, donc... T'as 20 jours, tu connais déjà tes dates? Oui, moi, je passe le 4 juillet. Ah, vous connaissez déjà les dates, vous avez déjà les Ouais, convois. moi c'est le 31 mai. Et ton écrit, c'est le matin. Ouais. C'est vraiment un scandale, c'est se moquer du monde quand même. Mais notre prof, en plus, il nous a dit que cette année, ils avaient que 3 jours pour corriger les copies de l'écrit. C'est aberrant. Pourquoi? Je suis pas au courant de ça. Bah, d'habitude, il nous a dit qu'ils ont 3 semaines, mais cette année, ils ont réduit à 3 jours pour les correcteurs. Donc, ils vont bâcler les C'est corrections. vite. Attends, mais c'est une Bah, blague. Je suis pas au non. courant de ce scandale vu que je suis en congé là cette année, donc je serai pas sollicité pour les corrections. Mais Ouais. Vu qu'ils corrigent, il nous a dit, bon, bah, on Monsieur, verra. vous êtes correcteur du bac aussi? ouais, Ah, avant. ouais, je me suis tapé des corrections du bac. C'est l'enfer, tu vois. C'est pour ça que je dis Correct. toujours à mes élèves, hein, il faut être clair et tout ça, parce qu'en fait, il faut privilégier l'efficacité Mm. en prenant en compte la fatigue. Et c'est vrai que tu dois sortir ton tas de copies, tu sais que tu as 100 copies qui t'attendent derrière. Du coup, quand tu Oh, tombes sur 2 copies doubles de, de correction, déjà tu es en colère. Avant même d'avoir commencé à lire, tu te dis, ah, ok, mais qu'est-ce qu'il a à dire celui-là? Hmm. Donc bon, et ça vous met combien de temps? ça dépend de la copie. Ça dépend, parce qu'en plus, moi, j'essaie de bien faire, tu vois. Donc, quand il y a un truc qui Ouais. est mal exprimé, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais du coup, Ah ouais, il y en a. Ouais, ouais, ben quand ça T'as des marche correcteurs mal, qui quand c'est vont mal vite. exprimé, je prends trop de temps. ouais, il y en a qui bâclent. Ouais. Bah ensuite, bâcler, tu vois, typiquement, à la fin, quand je vois que j'avance pas assez vite, ben je suis obligé de Mm. passer vite, ouais. Ouais. Et du coup, vu qu'ils ont que 3 jours, faut se mettre à fond sur l'intro, j'imagine. Parce que je pense qu'ils vont vraiment être attentifs sur ça, non? Franchement, je sais pas comment c'est possible. L'histoire telle que tu me le dis, je vois pas comment c'est possible. Donc, je peux pas te répondre parce que pour moi, c'est pas possible. Donc, il faudrait que je me renseigne pour voir si en fait c'est parce qu'ils vont diviser en deux le tas de copies. Enfin, mais sinon, je vois pas, Mm. non. Mais tu sais, a priori, si ça devient impossible à faire, il n'y aura pas de stratégie, tu vois. Évidemment, il faut toujours miser sur l'introduction. Mais je veux dire, si on ne donne pas les conditions de correction, en gros, il y Ouais. aura sans doute des profs en colère qui vont corriger n'importe comment en se disant c'est la faute du ministère. Donc, ça sera une catastrophe pour tout le monde. Bon. Mais si la copie est simple, claire, évidente, si elle a une stratégie de démonstration hyper simple, ça passera mieux. Tu vois, si tu fais Ouais. 3 pages où en fait on voit tout de suite où est-ce que tu veux en venir, ça passera mieux. Ok. Alors, on rentre dans le sujet? Ouais. Oui. Ok, ok. Ben, du coup, rentrer dans le sujet, j'ai mis. On va d'abord devoir un petit peu parler de Rabelais et son Gargantua et le contexte. C'est quoi le contexte de Rabelais? C'est l'humanisme. Ouais, Ouais. Pardon. ouais, Pardon, ouais. je t'ai coupé. T'as coupé Elias? Oui, pardon. Non, mais je voulais dire ça aussi, humanisme. Et l'humanisme, vous l'inscrivez plus généralement dans quel contexte culturel? La Renaissance. Hmm. Ouais. Ouais, très bien. Renaissance et humanisme. Ok. On va simplement se définir ces deux petites notions parce qu'elles sont fondamentales et elles sont très mal définies. Très mal définies. C'est même l'une des raisons pour laquelle j'aime bien Archiprof. C'est parce que je rappelle toujours ça, notamment dans les vidéos sur Montaigne, pour ceux qui se souvenaient de l'ancien programme. Qu'est-ce que c'est la Renaissance? Pour faire simple. C'est pas une. Ça fait appel au savoir de l'Antiquité. Ok, on Et, fait... Ouais.
Découverte des textes antiques. Ouais, on va faire vraiment très simple. La Renaissance, c'est la Renaissance de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on a eu un long moment médiéval qui était centré sur les considérations, les relectures chrétiennes, y compris de philosophes de l'Antiquité, mais on était plongé dans cet esprit chrétien. Et à ce moment-là, on se dit, mais en fait, on a envie de redécouvrir directement ces textes plutôt que de lire les commentaires d'auteurs chrétiens sur ces textes. Donc, on va aller retourner auprès des textes d'Aristote et on va retourner auprès des canons de la beauté pour les statues qui viennent de l'Antiquité, y compris pour l'architecture. Bon. Donc, en gros, on renoue avec un modèle culturel antique par-dessus la grande période chrétienne. C'est ça qui renaît, l'Antiquité. Maintenant, l'humanisme par rapport à la Renaissance, et en général, ça serait quoi alors? C'est centré sur l'humain. Ah, Ouais. Et, C'est quand ouais. et ça... C'est quand Vas-y. on promouvoit l'homme qui est éduqué. Merci. C'est-à-dire on promouvoit, Enfin, on le met au centre des occupations mais quelles occupations? littéraires. Tu veux dire que la littérature ne parle plus que de l'homme? L'homme et son éducation. Alors, c'est en partie vrai, c'est en partie faux. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est une manière de penser différente. En quoi? Et ça fait appel à l'esprit critique qu'il n'y avait pas forcément dans le Moyen-Âge. Ok. Ok, alors, ça veut dire que le Et on Moyen-Âge... essaie de renouer ce lien avec les savoirs de l'Antiquité et de l'époque. Oui, oui, oui. En fait, on va directement renouer avec la réflexion de l'Antiquité, c'est-à-dire avec un désir de compréhension, un désir de critique aussi, un désir de réflexion en général, puisque l'Antiquité a donné naissance à la philosophie. Donc, c'est une période de la culture humaine caractérisée par ce goût de la réflexion et du développement culturel de l'homme. Là, on est d'accord. Par contre, je vous donne par exemple 1516, Erasme, il écrit un ouvrage sur la philosophie politique, un ouvrage de philosophie politique, ça s'appelle De l'institution du prince chrétien. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce titre, De l'institution du prince chrétien? Ça parle des religions. Oui, Ouais. C'est centré sur. Oui. Le fonctionnement. C'est centré sur un homme, C'est-à-dire, sur le prince. c'est centré sur le prince, mais en même temps, le prince, il est lié à quoi, tout de suite? À la religion La chrétienne. chrétienté. Ouais. En fait, ça c'est quelque chose que je vous invite vraiment à réviser par rapport à la conception de l'humanisme. Souvent on dit que l'humanisme c'est mettre l'homme au centre des préoccupations ou des occupations. En réalité, Dieu reste éminemment présent dans la culture humaniste. Je vous donne un exemple tout simple, hein, c'est Rabelais. En quoi on voit que Dieu est au centre de l'existence même de Rabelais? Il était moine. Oui, il était prêtre. Il était prêtre. Et si vous regardez, vous vous souvenez du chapitre où on décrit la journée de travail de Gargantua? Oui. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Qu'est-ce qu'il fait en dernier? Attendez, je vais passer, je vais montrer le livre. C'est quoi, c'est sa routine? Ouais, c'est la routine après qu'il ait chassé les sophistes. Ben voilà, j'ai raté. Il prend des bonnes habitudes. Et elle consiste en quoi? Et pourquoi ça bug? Allier, Ouais. je crois que c'est les études et le sport, non? Les études et le sport, ouais, je suis d'accord, mais il commence par quoi ces études le matin? Mince, j'ai un gros Il lit problème. la Bible. Ah, Il lit la Bible, excellent. Attendez, j'ai un gros problème d'OBS qui veut pas m'afficher. Pourquoi il veut rien m'afficher? Qu'est-ce qu'il fait? OBS est en train de mourir. En fait, là, si je suis en retard, c'est parce que OBS mettait une musique en boucle et j'arrivais pas à la couper. Et maintenant, OBS, il veut pas montrer le texte. Et il veut vraiment pas le montrer. faut changer de scène, Comment ça, de son? normalement. Enfin, il y a des scènes sur OBS. Ouais, non. Ça. Affichage d'écran. Non, mais même, hein, quand je lui mets, tac.
qu'est-ce qui... Oh non, mais pourquoi il me fait ça, là? Donc là, tu seras que sur ta webcam. Non, 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 attends, je vais trouver une solution. Il est fou, OBS. Il est tellement pénible, parfois. En fait, tout le temps, quoi. Ah, ça y est. Mais pourquoi il me fait ça, OBS? OBS me déteste. Ok, maintenant, est-ce que je peux récupérer l'autre truc? Je peux pas montrer le bouquin. J'ai paramétré un truc pour montrer un bouquin en direct. Je peux pas le montrer. Ah! Excusez-moi, c'est bon, j'ai récupéré. Bon, je fais la transition et j'arrive. Galère. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il fait en premier? Alors, on va aller checker un petit peu dans les chapitres. On va aller voir le moment où il change son habitude. Tac. Où est-ce que c'est Vous le voyez pas, là? Vous êtes obligé de suivre dans le live? Oui. Ouais, mais tu peux faire un partage. Si je fais le partage, ça va faire bugger le son. Je suis désolé, je peux pas. Tu sais, on l'avait fait la fois dernière et ça faisait bugger ton son à mort. Et ça, c'est parce que Discord, il n'arrive pas à subir OBS en même temps. Enfin, mon processeur, quoi. Mais ça ira ou pas? Non, non, Ouais, c'est bon, moi, je regarde sur le live. Moi aussi. Bah, de toute façon, je peux vous donner la ref. Ensuite, vous pouvez aller voir dans le bouquin. Donc, attendez, c'est l'adolescence. Comment je nous tous? Ok, ça, je m'en fiche. Ok, c'est ça. Non, ça c'était l'ancienne tradition. Hop. Ça c'est les jeux. Ok, donc tu as Ponocrates. Ponocrates, c'est pour le coup celui qui ne fait pas perdre une minute. Et du coup, Ponocrates va réformer son mode de vie. Donc il commence à lui faire quoi? Gargantua s'éveillait donc à environ 4 heures du matin pendant qu'on le frottait, on lui lisait quelques pages de la divine écriture, hautement et clairement. Ok, donc on commence à dire ça et regardez bien ce qu'on nous dit à la fin. Selon le propos et l'argument de cette leçon, souvent il s'adonnait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, car la lecture montrait sa majesté et ses jugements merveilleux. Voilà, donc c'est pas simplement qu'on fait ça par habitude, hein, c'est parce que pour... Rabelais, il y a un enseignement profond et en fait c'est précisément grâce à ce modèle divin qu'un homme est un homme, qu'il apprend à être un homme digne. Alors maintenant on va aller voir à la fin de la journée. Puis avec son précepteur il récapitulait brièvement à la mode des pythagoriciens tout ce qu'il avait lu, vu, appris, fait et entendu au cours de la journée et, dernier temps, puis il priait Dieu le Créateur en l'adorant et confirmant leur foi envers lui et le glorifiant pour sa bonté immense et lui rendant grâce pour tout le temps passé, il se recommandait à sa divine clémence pour tout l'avenir. Enfin, il se mettait au repos. Donc vous voyez qu'en fait, l'existence de l'humaniste type s'est centrée sur la considération de Dieu. Et on est encore dans ce contexte éminemment chrétien. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, l'humanisme, c'est pas tellement qu'il met l'homme au centre de l'existence et des préoccupations. L'humanisme, c'est qu'il a un projet pour l'être humain. D'accord? Mais on n'est pas en train de détrôner Dieu ou on n'est pas tout à fait en train de critiquer la religion en tant que telle. Ça, c'est le propre des Lumières. Les Lumières avec la question de la superstition et puis plus généralement la critique de l'autorité cléricale de l'Église. Donc, les Lumières, eux, ils sont massifs dans cette attaque, cette charge contre la religion. Mais l'humaniste, pas du tout. L'humaniste n'a pas vocation à déstabiliser l'idée de Dieu. Ouais, Elias? Du coup, c'est le développement de l'homme, mais à tous les niveaux. Spirituel. Voilà. Enfin, c'est un développement personnel, quoi. Voilà, plutôt que de dire qu'on met l'homme au centre des préoccupations, même si c'est en partie vrai, mais il faudrait préciser la formule, en fait, c'est qu'on a un projet pour l'être humain. Et je vais vous donner... clairement ce que signifie ce mot humanisme. Pour l'humaniste, en fait, on n'est pas homme naturellement.
C'est pas quelque chose qui nous est donné d'emblée, hein. On n'est pas comme dans l'humanisme du 18e ou ce qu'on appelle aujourd'hui être un humaniste. En fait, humaniste, ça veut dire qu'il faut s'efforcer de devenir un être humain. Et comment fait-on cela? Par la culture. Il faut se développer culturellement, il faut sans arrêt essayer de cultiver ces lectures aussi bien antiques, mais même ces lectures médiévales. Et pour vous donner un exemple, les humanistes vont dire qu'il faut apprendre l'ancien chaldéen, ou qu'il faut apprendre l'hébreu, ou qu'il faut même apprendre l'arabe. Pourquoi, à votre avis, il faut apprendre l'hébreu? Parce que c'est une langue noble. C'est pour les textes sacrés. C'est pour la Bible. Ouais. C'est pour lire la Bible dans le texte. Ça, c'est la préoccupation humaniste. Moi, je veux être au plus près de l'esprit de l'époque. Donc, je vais recommencer à apprendre le grec et le latin pour bien lire les textes d'origine et pas les commentateurs qui en retraduisent. Et pareil pour l'hébreu et pareil pour l'arabe parce qu'il y a des textes d'Aristote qui avaient été traduits en arabe, etc., etc. Le chaldéen, c'est pareil. Le chaldéen, pardon, c'est pareil, c'est une langue d'origine qui était parlée en actuel Israël. Donc voilà, c'est cette volonté de se développer en tant qu'homme, mais du coup, on est très loin de l'humanisme 18e. Hein. On veut former un homme à part entière avec le savoir. Exactement. Et par contre, ce que tu dis sur la dimension critique, il est vrai que du coup, il y a cette prétention à arracher le savoir à l'autorité. C'est-à-dire que quand vous prenez le mode d'organisation des facultés de droit ou des facultés de théologie médiévale, vous voyez qu'en fait, le principe du savoir, c'est toujours un principe d'autorité. Par exemple, j'ai l'argument d'autorité qui consiste à dire dans ma démonstration, Aristote l'a dit, je donne la citation et personne ne peut me réfuter parce qu'Aristote, c'est Aristote. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas en train de réfléchir, je suis en train de m'appuyer sur des autorités. Et plus généralement, en fait, vous avez le principe du dogme religieux, c'est-à-dire un énoncé que vous n'allez pas remettre en question parce que c'est l'Église qui l'a dit, le pape qui l'a dit, etc. Donc, en fait, le savoir, il était fondé sur un principe d'autorité. Et l'humanisme, dans cette dimension critique qui lui est particulière, il va essayer d'arracher le savoir à l'autorité pour le restituer à la réflexion. Et ne va être validé que le savoir qui est issu d'une réflexion sincère. Donc là, on a un truc qui se rapproche des Lumières. Les Lumières, pareillement, avaient dit il faut utiliser la raison. C'est la raison qui est maîtresse en l'homme. On a un peu ça chez les humanistes, mais c'est tout. Le lien entre humaniste et Lumière, c'est juste cette idée de critiquer par l'emploi de la raison et de s'opposer au principe de l'autorité dans le champ de la raison. C'est pas l'autorité qui décide de ce qui est vrai et faux. Il y a aussi le rire. Quand on dit un rire corrosif, ça peut être une arme contre l'autorité, contre les arguments de l'autorité. Ouais, mais vous remarquerez qu'en fait, c'est très présent chez les humanistes, mais c'est beaucoup moins massif que chez les philosophes des Lumières. Vous voyez, quand on pense à Voltaire, on pense à quoi? Au conte philosophique, hein, c'est-à-dire à quelque chose qui est assez plaisant, avec énormément de rire. Enfin, je veux dire, avec en tout cas une vocation à faire rire, alors que, mis à part Rabelais, du côté des humanistes, je pourrais citer Montaigne, Erasme, il fait un peu rire, hein, mais c'est aussi très sérieux. C'est aussi beaucoup de gens qui s'intéressent avant tout aux sources antiques, aux débats sur la philosophie aristotélicienne, etc. etc. Donc, de toute façon, l'humanisme, c'est l'évolution des Lumières. Donc, tu veux dire l'évolution des Lumières? L'humanisme, ça arrive après, quoi. Ah non. Là, tu comprends. Avant. Ah, c'est avant. Ouais, c'est avant. Ouais. L'humanisme, c'est le 16e. C'est vraiment la fin de la Renaissance. Et ensuite, on va avoir les Lumières au 18e. Et entre-temps, on a le classicisme. Et le classicisme aussi disait qu'il fallait employer sa raison, mais pas pour critiquer l'autorité, simplement pour vivre de manière raisonnable et pour modérer ses passions. Donc bon, il y a eu une énorme parenthèse entre l'humanisme et les Lumières, et il ne faut pas les mélanger sur ce principe de mettre l'homme au centre des préoccupations. Non, l'humanisme se propose de transformer l'homme, alors que les Lumières se proposent d'émanciper l'homme. C'est pas du tout le même principe. Et l'humanisme a vraiment, une tendance à la tradition.
Vous voyez, en fait, il faut relire l'Antiquité, il faut relire le passé, il faut relire les grands auteurs. On est vraiment dans... C'est pas révolutionnaire comme les Lumières. Voilà. Ok. Et c'est pour ça qu'ils maintiennent le culte religieux, hein, et ils ne l'interrogent jamais. Il n'y a pas d'humaniste athée. Il y a 2 auteurs d'humanisme athée qui sont marginaux. Bon, par contre, il faut que je vous dise un autre truc, un autre événement historique. Qu'est-ce qui a eu lieu? L'invention de l'imprimerie. Ah oui, oui, qui est fondamental pour l'humanisme. Oui, Gutenberg, effectivement. Gutenberg, à peu près en quelle année? 1400. 1492, je crois. Moi, j'aurais dit 83. Mm. T'aurais dit combien? Je sais plus. 92? Oui, je sais plus, mais je pensais à partir de, ouais, dans ces eaux-là. C'est dans ces environs. Attendez, j'essaie de faire un truc et ça marche pas. Non. Ok, bah, je vais le faire à la main. Ouais, bah attendez, je vais juste aller checker la date. Tatatam. Oh là, vraiment, je suis en mode... Ah mais non, mais il faudra que... Oh punaise, c'est pas vrai. Ah non, c'est 1430. 1430, tu dis? Ah bon? Ouais, je crois. T'avais dit combien? On avait dit dans ces eaux-là, hein. Moi j'ai dit combien? J'ai dit 83? Oui. Elle est gros nulle. Non, en fait, c'était un siècle avant... un siècle à peu près avant Gargantua, du coup. Bon. Ouais. Mais ça, d'accord, pour l'imprimerie, vous pouvez aussi parler des échanges. Il y a une forme d'Europe des humanistes qui se crée, et du coup, va y avoir des voyages entre intellectuels qui vont chercher à se rencontrer et qui vont diffuser un petit peu la culture autour d'eux. C'est un mouvement européen. C'est une tendance forte. D'ailleurs, c'est comme les Lumières de ce point de vue-là. C'est 2 mouvements culturels à l'échelle de l'Europe tout entière. Mais par contre, qu'est-ce qui met un terme tant à la Renaissance qu'à l'humanisme? Mais un terme, Ouais. c'est La découverte de l'Amérique. 1492. Donc non. Non, non. La découverte de l'Amérique, c'est très lent, hein. Nous, on la date en 92, mais C'est pas la avant que colonisation. ça revienne en Europe, même la colonisation, non. Non, non. Avant que des nouvelles Bah, des c'est- Amériques reviennent et que ça bouleverse le débat intellectuel européen, il y a du temps, hein. Ça sera C'est, Montaigne en 1580 qui commence à parler des indigènes, des cannibales, Ah. comme il le dit. C'est l'industrialisation. Non, trop tôt. L'industrialisation attend la première révolution industrielle, 1750 à peu près, en Angleterre. La machine à vapeur. Non, 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 non. La- Je vous le dis, hein, je vous le dis, et ça vous montre à quel point l'humanisme était préoccupé de Dieu. Et l'époque était préoccupée de Dieu. C'est un événement religieux. Lequel? Le schisme. Le schisme. Quel schisme? C'est pas Luther avec ses 95 thèses. Voilà, exactement. C'est vraiment au moment où, où Rabelais est en train d'écrire Gargantua, c'est le protestantisme. C'est-à-dire la protestation contre le pape, puisque les protestants, c'est en fait en référence à cette idée de protester contre le pape. Un pape Médicis, alors je ne sais plus exactement lequel, je suis désolé, je mélange toujours, je crois que c'est Alexandre VII. Je suis sûr d'avoir à peu près tout faux. En fait, c'était une protestation contre le fait que la religion était clairement exploitée par les papes pour faire de l'argent, par l'Église. Ouais, Avec les indulgences et tout. voilà, exactement. Alors, le pape des indulgences, c'était Alexandre VI. J'avais dit 7, hein. Eh ouais, j'y étais presque. Alexandre VI. Le Borgia. Et donc on va avoir une énorme protestation. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans l'Europe tout Les guerres. entière? Ouais. Les guerres de religion. Et à votre avis, par rapport au projet humaniste, est-ce que ça La- colle ou pas? C'est la croisade. Les croisades, il y en avait avant, hein. Les croisades, il y en a depuis le Moyen-Âge. Mais les croisades, tu vois, c'est plus une expédition militaire. C'est pas... Ça va pas tellement marquer la culture et le quotidien des habitants d'Europe. Même si ça a une grande importance, hein. Mais par contre, les guerres de religion, ça va les marquer parce qu'en fait, c'est une guerre civile. À votre avis, pourquoi ça a mis un coup d'arrêt à l'humanisme et à la Renaissance?
Mm. Mm. Euh, Bah, est-ce que déjà les humanistes, c'était des catholiques? Ils n'étaient pas protestants, eux? Alors justement, voilà, déjà, première chose, il va y avoir des Donc il y a eu humanistes. Ouais. il y a eu une déchirure et Ouais. l'unité chrétienne, elle s'est envolée. Mm. Oui, 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 et ça va concerner les humanistes, puisque les humanistes sont tous des chrétiens à la base. Donc certains vont Ouais. opter pour le réformisme, comme on dit, parce qu'en fait, ils étaient justement dans cet esprit critique vis-à-vis de certaines institutions religieuses, notamment les facultés de théologie. La Sorbonne, par exemple, à Paris. Sorbonne qui était très féroce, hein. Ils ont quand même brûlé différentes personnes tout au long du siècle pour maintenir le dogme. Donc il y a ça, et puis parallèlement, il va y avoir la guerre un peu partout, hein. Donc Mm. forcément, il n'est plus question de voyager, il n'est plus question de développer culturellement l'homme, il est question d'essayer de survivre. Bon, et puis parallèlement, tout mouvement qui prend de la réflexion, ça n'intéresse pas les gens qui exploitent ces guerres de religion, puisqu'en fait, il s'agit de tomber dans le fanatisme. Le fanatisme, ça s'oppose à la religion, hein. Je ne peux pas rendre fanatique des gens qui réfléchissent par eux-mêmes. Donc vous voyez que l'humanisme qui prônait aussi cette réflexion, ce développement de soi, ne risque pas de concorder avec une période de fanatisme et de guerre de religion. Donc c'est pour ça que ça a coulé. Et d'ailleurs, Ok. c'est l'une des raisons pour laquelle le XVIIIe siècle des Lumières sera beaucoup plus critique vis-à-vis de la religion. Parce qu'on se souvient clairement de ce qui s'est passé au XVIe. Quand Voltaire écrit le Le traité de la... rejet. Ouais, il y a une forme de rejet. En raison C'est de pour ça ce... que, Ouais. en fait, la France, après, elle s'est. Je sais pas comment on dit ça, mais tout le monde est devenu athée Pas à aussi cause vite. de Pas ce aussi dégoût de la vite. religion. Pas aussi vite. En fait, ça prend plus de temps. C'est avec la France républicaine qu'on devient athée. En fait, il y a un premier événement, c'est la Révolution. Pourquoi? Parce que le clergé, donc, qui constituait l'Église, refusait de jouer le jeu révolutionnaire. Et donc, la République révolutionnaire s'est construite en opposition aux autorités cléricales. Et à partir de là, va toujours y avoir une sorte de méfiance vis-à-vis d'Église et plus profondément donc vis-à-vis de cette emprise sur les consciences avec la religion. Et c'est pour ça qu'ensuite la République se construit en chassant l'Église, notamment avec 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. L'État doit rester républicain et il doit rester loin de l'emprise de l'Église. Donc, ouais. C'est lié à la Et ça, Révolution plus qu'à... Mais par contre, il y a le souvenir du fanatisme religieux. Ouais, Mm. t'allais mais dire? ça commençait déjà avec Napoléon Ier. Napoléon, il a fait un S'était mis concordat, mais c'était d'accord. plus une question de pouvoir. Napoléon, quand il vient aux affaires, en fait, il doit ménager entre l'ancien régime et le nouveau régime. Et du coup, il va donner sa place à l'Église qui avait été chassée un petit peu par les révolutionnaires, et notamment par le culte de l'être suprême. On avait créé une religion révolutionnaire, et donc il va négocier avec le pape. Napoléon, c'est un pragmatique de ce point de vue-là. Il a besoin de l'influence de l'Église pour un peu contrôler les masses et l'opinion, et en même temps, il a besoin de rester dans une perspective révolutionnaire, puisqu'il n'est pas roi de son royal et de droit divin. Donc il a besoin d'avoir une légitimité fondée sur le projet révolutionnaire. Donc c'est un petit malin, Napoléon. Il a fait des compromis à droite et à gauche. Il a notamment rétabli l'esclavage, hein, pour pouvoir avoir la sympathie des colonisateurs blancs dans les Antilles. Mais il était chrétien, Napoléon? Tu veux dire, Non? est-ce qu'il reconnaissait officiellement le culte religieux chrétien? Oui. Oui. Quand il a été sacré empereur, il a fait venir le pape. Ok. Ah oui. Ouais. Mais est-ce que en lui-même, il était porté par un sentiment religieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Qui sait exactement ce que Napoléon avait dans la tête? Je serais curieux de le savoir. Ça, j'arrive pas à le faire fonctionner, ce truc. Non. Ok. Donc voilà, là c'était simplement des petites mises au point. Il y a tout qui est en train de cracher. Et du coup, on va pouvoir entrer dans la matière si c'est bon pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Non, non, ça va. Juste, on a parlé de la religion.
Rabelais, il a été prêtre, mais est-ce qu'il a été prêtre toute sa vie? Non. Qu'est-ce qui s'est Il passé était médecin aussi. Ouais, et ça... Écrivain. Pardon? Il était écrivain aussi. Alors, il a écrit tout au long de sa vie, ouais, notamment des espèces de pièces plutôt amusantes, mais aussi des choses sérieuses, notamment en médecine. Quel conflit ça a créé, la médecine, par rapport à sa vocation religieuse? C'est contradictoire un peu, non? Pourquoi? Parce que ça peut être, ça peut contredire certains éléments de la Bible, non? Ah, tu penses la religion qui s'opposerait au dogme religieux? Pardon, Ouais. la science, pardon, qui s'opposerait au dogme religieux. Et Ouais, ben, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus concret. La religion interdisait la manipulation des corps et notamment des cadavres et la dissection des corps. C'était interdit. On a su que Rabelais l'avait fait. Et plus généralement, en fait, il y avait un interdit de pratiquer la médecine. C'est peut-être fondé sur la croyance religieuse, mais c'est pas tellement parce que la médecine irait à l'encontre du dogme de la Bible. C'est plus généralement sans doute qu'un bon chrétien laisse faire Dieu. Vous voyez, la santé, c'est pas une question humaine en fait. C'est pas aux hommes de régler leur petite machine. C'est Dieu qui va décider quand tu vas mourir, quand tu vas être malade et quand tu seras en bonne santé. Donc c'est pas à toi de t'en mêler, donc t'as pas à faire de la médecine. Mais il n'y avait pas aussi... Enfin, je crois que c'était le prêtre qui disait ouais, toi tu vas aller en enfer ou au paradis. Ouais. Et du coup, fallait pas toucher, manipuler les corps. Voilà, pour laisser faire. Ah, tu veux dire pour éviter de perturber le... Ouais, c'est ça. Oui, ça doit être la question de la profanation du corps. C'est-à-dire que normalement, le corps mort, il doit être remis à Dieu au travers du rite religieux, donc funéraire. Et effectivement, la condition du corps a une incidence sur la situation de l'âme dans l'au-delà. Je vous donne un exemple. Quand on coupe la tête d'un cadavre, la personne se retrouve décapitée dans l'au-delà. C'était une croyance qui avait cours durant la période médiévale. Donc effectivement, découper un cadavre, c'est grave. Mais la dissection était interdite généralement d'un point de vue religieux, mais par contre on laissait faire la formation des médecins. Donc bon, il me semble que quand il a été excommunié, c'était simplement parce qu'il n'avait pas le droit de postuler pour un concours de médecine sans avoir au moins demandé d'autorisation à son supérieur hiérarchique. Il me semble que c'était plus une question d'autorisation. Parce qu'à l'époque, officiellement, personne ne faisait de dissection. Ok. Alors, juste, j'ai vu un petit peu les notes que tu avais, Elias, donc fais gaffe parce que j'ai vu que tu as une citation de Renan. D'ailleurs, elles sont là. Ouais, Tu as une citation de Renan sur l'humanisme. Renan, en fait, c'est vraiment le républicain, tu vois. C'est un historien. Il a notamment écrit une biographie de Jésus qui s'appelle La vie de Jésus en 1842, je crois. Et donc, c'est un type qui est plutôt féroce, notamment dans sa critique de la religion. C'est le pur républicain révolutionnaire. Et donc, il va essayer de rapatrier l'humanisme pour en faire le précurseur des Lumières et en faire le précurseur du républicanisme 19e. Mais ça, c'est Renan, tu vois, c'est un délire de Renan. Et il n'est pas du tout respectueux des auteurs de l'époque. Donc, souvenez-vous, j'insiste là-dessus, Dieu, c'est très important pour les humanismes. Ok. Voilà. Et là, c'est pareil, tu vois, c'est un peu chaud quand même. Tu l'as trouvé où, cette citation, Elias ? J'ai fait mes recherches. Là, le mec, il débloque. Parce que tu vois, de l'ombre à la lumière, attends, calme-toi. Le Moyen-Âge, c'était assez érudit. C'est juste qu'on avait un truc qui était avant tout chrétien. Bon, alors, on y va. On va arrêter de traîner, là, à discutailler.